Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page culturelle. Cette semaine, NRTV fait sa culture avec vision du réel, du dessin de presse et du design. Avant ça, je vous propose de commencer en musique avec la Côte Flûte Festival. Avec nous sur ce plateau, Carole Reuge, la directrice artistique du festival, et Andrew Fergusson, le secrétaire pour l'orchestre de chambre de Genève. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Carole, le festival aura lieu du 6 au 9 octobre entre Genève et Lausanne, à Gland et à Nyon, plus précisément au Théâtre de Grandchamp. Pour cette deuxième édition, qu'est-ce qu'on aura au menu ? Alors au menu, on aurait besoin d'une heure pour en parler, parce qu'on aura une cinquantaine... Mais donnez-nous envie. Oui, on aura une cinquantaine d'événements sur 4 jours. Donc les lieux sont le Temple de Gland, le Théâtre de Grandchamp, le Château de Nyon et le Conservatoire à Nyon. On a 4 lieux décentrés. Alors on aura, si je commence par les plus jeunes, on aura des spectacles pour les enfants, dont un conte musical, un spectacle qui va faire rire tout le monde aussi, où les enfants doivent agir avec un ensemble de flûtes pour les faire bien jouer. On a aussi des représentations dans les classes, on a les écoles de Gland qui participent et d'autres écoles aussi. Ensuite, on aura des concerts de tous les styles de musique classique, de jazz. Vous aurez des concerts de 45 minutes l'après-midi, et des grands concerts le soir. Donc voilà, on aura de la flûte seule à l'orchestre de chambre pour tous les goûts, du jazz et du classique. Bon, 150 artistes, 32 concerts, on l'a dit, même des élèves qui viennent depuis le Royaume-Uni. Voilà. Personnellement, je vais grossir le trait, mais c'est voulu. Je croyais que la flûte, ça se jouait uniquement au camp d'été. Ah bah alors, il faut casser ça tout de suite. La flûte, c'est un instrument de l'orchestre déjà, donc il est très joué partout dans le monde dans les orchestres, même s'il n'y a que peu de flûtistes par orchestre, ça fait partie de ce milieu-là. Ensuite, il est joué en musique de chambre, il est joué à tous les niveaux, des plus petits au grand niveau académique, jusque dans les grandes salles de concert du monde. Donc non, c'est pas que joué pendant les camps d'été. Même si ça l'est quand même beaucoup. Musicalement, ça ressemble à quoi quand on va venir voir jouer de la flûte ? Enfin, je m'y connais pas, mais on pense à une musique très douce, gentillette. Est-ce que c'est ça ? Ça peut, parce que c'est de la musique, donc on peut tout faire. En fait, tout est possible. C'est un instrument qui véhicule le souffle, donc on peut faire quelque chose de doux, mais le souffle peut être puissant aussi, comme une tempête, comme du vent très fort. Donc la flûte peut tout exprimer, vous aurez de tout. On peut faire du beatbox avec de la flûte. Et c'est assez impressionnant. On peut tout faire. Donc non, c'est pas un petit flutio. Pour moi, c'est un grand instrument quand même. Vous avez dit du beatbox, donc oui. La flûte, elle se modernise. Totalement. Ou elle l'a toujours été, je ne sais pas. Alors ça, le doute reste. Mais historiquement, si on revient sur cette évolution, vous-même, vous parlez dans votre festival de 3 sortes de flûtes, si on généralise, qui correspondent à 3 périodes. Est-ce qu'on peut faire un petit cours d'histoire en quelques secondes ? Alors, ça a commencé à la préhistoire. Mais ça Ah oui, on en aura peut-être une d'ailleurs de flûte. Avec un os percé, c'était les premières flûtes. Donc c'est un des plus vieux instruments. Ensuite, si on part dans la musique plus académique, ça commence à la Renaissance avec c'était des tubes en bois percés, tout simplement, comme une flûte à 6 schtroumpfs, tout simple. C'est de la musique très sereine, très calme. On aura un concert avec ce genre de flûte au Château de Nyon dans le cadre, ça sera magnifique. Ensuite, si on passe au XVIIIe siècle, qui était l'âge d'or de la flûte, on a eu beaucoup de compositions pour cet instrument et l'instrument a pu se développer. En plus du tube en bois, on a eu quelques clés rajoutées pour faciliter. C'est la flûte baroque. Là aussi, on aura des grands concerts du soir le vendredi et le samedi avec des flûtes baroques. Et ensuite, peu à peu, on a rajouté des clés pour faciliter le jeu. Et on est arrivé à ce qu'on appelle la flûte à clé du début du 19e siècle. Et là aussi, on aura une experte, une jeune qui vient de faire son doctorat sur la question et qui viendra présenter son travail avec sa flûte. Et toutes ces flûtes, on peut les retrouver en parallèle du festival avec une sorte d'exposition. Oui, alors c'est une grande exposition. Ça sera une des plus grandes d'Europe cette année. On a des facteurs de flûte qui viennent du monde entier, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, qui viennent montrer leurs instruments. Alors soit des instruments modernes, comme tout le monde connaît, ou ces fameuses flûtes anciennes, des copies de flûtes historiques. Ça sera possible d'aller voir. L'entrée est gratuite. Donc on encourage tout le monde à être curieux et à aller visiter cette exposition au Théâtre de Grandchamp pendant les 4 jours.
L'appel est lancé chez vous. Andrew Ferguson, vous venez en tant que secrétaire, mais bon, vous animez au fait cet orchestre de chambre de Genève. Pourquoi l'orchestre de chambre de Genève vient clôturer ce festival? Quel était le but pour vous? Outre que jouer de la musique, évidemment. Bien sûr, enfin, qui est notre profession en fin de compte. Il y a un rapport assez particulier avec la Côte Flûte Festival, dans la mesure où on a été associé à la première édition, qui a eu lieu il y a 2 ans. On était également l'orchestre qui célébrait la fin du festival avec un beau concert d'orchestre de chambre. Donc je dirais qu'il y a ce lien historique. Il y a aussi le lien qui est dans la vocation de l'orchestre de chambre de Genève d'avoir une mission régionale. Et c'est pas un pis-aller, hein, c'est pas juste parce qu'on peut pas faire Paris, Londres, New York, Tokyo. C'est vraiment, je dirais, la part principale de nos stratégies, c'est d'être un orchestre régional qui distribue la culture dans la région, et on peut vraiment s'identifier, je dirais, aux critères d'exigence et de différence qu'incarne Carole et son festival. On a une exigence culturelle et on se retrouve pleinement dans les valeurs que Carole défend avec son festival. Quelle est la part de la flûte dans un orchestre? Est-ce qu'elle s'y retrouve toujours déjà? Ça dépend de la programmation. Nous, on est en orchestre de chambre, donc on appelle également ça un orchestre Mozart, ou une formation Mozart ou formation classique. Un orchestre de chambre comporte 2 flûtes. Donc on a 2 flûtes permanentes dans notre effectif. Très techniquement, c'est des employés permanents en contrat à durée indéterminée. Après, si on s'aventure vers l'orchestre symphonique, on aura tendance à en avoir 3 ou 4. Donc dans un orchestre de chambre, on a les bois par 2, donc 2 flûtes. Après, tout dépend de la programmation et du répertoire. Il y a des pièces qui n'ont pas de flûte, d'autres qui auront 2 flûtes, d'autres qui auront 2 flûtes dont une joue le piccolo. Voilà, enfin, c'est toute une littérature et on s'adapte à cette littérature, mais on a 2 flûtes permanentes dans l'orchestre. Merci à vous deux d'être venus. Donc, une littérature sur la flûte qu'on se réjouit d'entendre et surtout d'écouter pendant le festival du 6 au 9 octobre. Pierre-Alain Berthollat a placé le dessin au cœur de son expression, du Paléo-Festival aux homicides en passant par la Coupe du Monde et les réflexions économiques. Tout est dessiné. La Maison du dessin de presse à Morges met en lumière une partie de ses œuvres. Artiste touche-à-tout, le Nyonnais Pierre-Alain Berthollat a collaboré avec la presse des années 90 jusqu'à sa mort. Son travail est présenté pour la première fois et jusqu'au 30 novembre à la Maison du dessin de presse à Morges. Pierre-Alain Berthollat est décédé subitement très jeune, à 56 ans, et quelques temps après, une association a été créée. Et il y a eu ce projet d'archiver et d'inventorier tout le fonds. Et depuis quelque temps, ce fonds est à disposition justement pour des institutions comme la Maison du dessin de presse pour créer des expositions. Grâce à ce travail d'archivage, l'agencement des œuvres sur des murs bordeaux laisse éclater la fougue des dessins noirs et blancs. Pas à pas, le public découvre le processus qui transforme les mots en images. Première partie au centre avec les dessins originaux qui sont exposés à côté des coupures de presse. Une partie sur le grand mur du fond avec des dessins originaux sans les coupures de presse pour que le public puisse vraiment entrer dans l'œuvre de Berthollat, dans son trait. Et une partie avec des dessins qui ont illustré un feuilleton qui est apparu dans le Samedi culturel du temps, avec des croquis vraiment qu'il a fait, qui sont exposés dans la vitrine, et ces dessins qui illustraient les articles écrits par Serge Michel. Je pense que beaucoup de dessinateurs font des croquis, on ne les voit pas forcément. C'est l'avantage de pouvoir travailler sur un fond comme ceci, c'est qu'on va justement redécouvrir ou découvrir ces croquis que le public ne voit en général pas. Et si les premiers dessins restent proches de l'univers de la bande dessinée de la fin des années 1980, les derniers, eux, sont caractéristiques de l'œuvre de l'artiste avec un trait saisissant, une approche poétique des sujets et des lavis finement réalisés. Il a énormément travaillé avec des journaux romans, que ce soit la Tribune de Genève, le Journal de Genève et la Gazette de Lausanne, et puis ensuite pour Le Temps, quelques collaborations pour le Courrier et le Journal de la Côte. Ce n'est pas exactement un dessinateur de presse comme on l'entend en général, c'est-à-dire un dessin d'actualité qui se fait souvent le lendemain de l'événement. C'est un dessin plutôt du dessin dans la presse, avec un dessin plutôt qui va illustrer des articles plutôt sociologiques.
Pierre-Alain Berthollat possédait le secret de rendre le papier vivant. L'artiste ne se contentait pas de mettre l'illustration au service du propos, il le transcendait. Dans ses dessins, on lit la souffrance, on entend parler les gens, on voit la chair frémir. Un rapport à l'image intime qui résonne entre le papier et le public. Une autre façon de découvrir l'artiste et de perpétuer son souvenir. Plusieurs visiteurs nous ont fait part du bonheur qu'ils avaient en fait d'avoir un dessin de Pierre-Alain Berthollat chez eux parce qu'il aimait aussi offrir ses dessins. Donc n'importe qui encore aujourd'hui pourrait avoir un dessin de Berthollat chez lui sans qu'il ne le sache. Oui. Comment est-ce qu'il reconnaîtrait le dessin de Berthollat ? Ils sont toujours signés, hein, on reconnaît sa signature en bas. Et puis en général, c'est quand même des dessins qui ont été donnés lors d'un échange pour justement un article. Donc étant décédé il y a très peu de temps, toutes ces personnes ont en souvenir ce lien d'amitié qu'ils avaient avec lui. Le design, c'est plus que de l'art et vous ne direz certainement pas le contraire d'ici quelques minutes. Hublot a couronné le vaudois Christophe Guberon, diplômé de l'École. Le jeune créateur a gagné le 2e Hublot Design Prize et un prix de 100 000 francs. On pourrait l'appeler le jeune professeur tournesol du design ou même l'apprenti sorcier. Et pour cause, Christophe Guberon manipule les objets comme personne. Le jeune vaudois de 31 ans a été couronné par le Hublot Design Prize 2016 pour sa capacité à imaginer le futur. J'ai présenté une série de matériaux actifs qui sont des matériaux qui sont capables de se mettre en forme par eux-mêmes avec des énergies qui peut être tout simplement l'eau ou la chaleur. Que ce soit du bois, du papier ou du textile, rien ne lui résiste. À l'aide d'expérimentations, il change les textures pour leur donner de nouvelles fonctionnalités ou leur donner de nouvelles perspectives esthétiques. J'ai toujours en fait adoré la matière et je me suis toujours rapproché de très près dans mon travail et je dirais que la plupart de mes résultats sont le fait de petites observations sur les matériaux. Moi, je fais ces recherches dans mon atelier et c'est vraiment un peu le début de cette idée des matériaux actifs. Et pour moi, l'intérêt, c'est justement aujourd'hui de voir comment on peut appliquer ça à l'industrie. Recevoir un tel prix aujourd'hui par Hublot est un signe que peut-être il faut vraiment que maintenant je me rapproche de cette industrie, chose que j'ai envie. Au départ, 25 candidats de Suisse et d'ailleurs avaient été invités à participer au concours. Au final, Christophe Guberon s'est vu distingué parmi 8 finalistes et a remporté 100 000 francs. Tous les membres du jury ont voté pour lui, hein. C'est à l'unanimité. Donc il faut bien se dire que c'était un truc spécial. Donc vous savez qu'il n'a pas fait de produit, il nous a présenté des recherches qu'il fait au MIT, aux États-Unis, et des recherches qu'il va par la suite implémenter et faire d'autres choses. Donc c'est ça qui nous a un peu séduit, c'est d'avoir en face de nous quelqu'un qui fait des objets aussi, mais qui fait une recherche très approfondie. Le design chez Hublot, c'est vraiment une de nos valeurs les plus importantes. Design et innovation, ça fait partie de notre ADN, si on veut, qu'on retrouve dans notre identité, l'art de la fusion, qui est de marier tradition et innovation. À l'avenir, Hublot espère sortir du cadre en s'inspirant de ces innovations pour créer un nouveau produit horloger. Dernière ligne droite pour Luciano Barisone, le directeur artistique de Vision du Réel, mènera sa dernière édition du 21 au 29 avril. À la tête du festival depuis 2010, il aura dirigé le festival avec succès pendant 7 ans. On a fait une mise au point avec lui dans son bureau. Luciano Barisone, merci de nous accueillir ici dans vos bureaux de Vision du Réel. Quand vous êtes arrivé ici à Nyon en 2010, vous aviez prévenu que votre mandat allait durer 7 ans. Aujourd'hui, après 7 ans, vous ne renouvelez pas votre mandat, donc vous confirmez cette position. Pourquoi ? Mais parce que je pense que j'avais une tâche à accomplir et je pense que les tâches accomplies, après, il ne faut pas exagérer. Donc, je pense que c'est un bien, et pour le festival et pour moi, qu'il y a une relève. Disons, quand je suis arrivé ici, le festival était déjà bien placé, bien connu, bien structuré. C'était un peu ma tâche de élargir un peu au niveau international et de faire donc un travail très fort dans le réseau de la production mondiale. Et de l'autre côté, l'autre défi était de l'ancrer encore plus fortement dans la région.
je pense que les deux choses sont assez accomplies, c'est-à-dire qu'on est passé de 1600 films qu'on recevait en 2011 à plus que 3500. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la notoriété du festival au niveau international. Et les spectateurs, la première édition, on a fait plus ou moins 20 000 spectateurs et aujourd'hui on est arrivé à presque 40 000. Donc c'est-à-dire que les deux choses marchent bien. Après, c'est un peu ma question personnelle, c'est que je ne veux pas être trop commode dans mes chaussures. C'est-à-dire qu'après 7 ans, je pense qu'on a vraiment bien avancé et il faut que quelqu'un encore se pose un nouveau défi et qu'encore fasse monter d'un step le festival. Parfois, les départs sont synonymes de conflits. Est-ce qu'il y avait des conflits à l'interne? Est-ce que ça, c'était quelque chose qu'il y avait à l'interne, par exemple avec Claude Ruel, le président? Pas du tout. Pas du tout. Avec le président, on est en parfaite entente. C'est un homme d'une précision très forte. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup à faire pour le festival. Bien sûr, dans toutes les familles, eh bien, on a des discussions, mais ça, c'est normal. Mais, parce qu'on a des caractères un peu différents. Mais l'entente a été vraiment très bonne, cordiale, et j'admire beaucoup son travail dans le réseautage avec les institutions, son implication dans la recherche de financement. C'est quelqu'un de très bien. Si vous deviez donner un nom, qu'est-ce que vous verriez à votre place? Je pense que le profil doit être toujours de quelqu'un qui a un réseau international très fort et qui a des idées de reprendre, si on peut. C'est le passage d'un festival d'un directeur à l'autre, c'est un peu comme le passage du témoin dans l'athlétique. Voilà, il faut arriver à l'arrivée. Voilà. Ce passage du flambeau, comme vous l'avez dit, ça va être durant cette 48e édition du festival avec l'Afrique du Sud, on le voit ici avec l'affiche. Quels sont les défis pour cette édition ? L'Afrique du Sud vient du fait que, avec le focus, on s'est posé comme but celui de analyser et étudier la production cinématographique des pays du Sud et de l'Est du monde. On a commencé avec l'Amérique latine, on a continué avec l'Europe de l'Est, on allait au Moyen-Orient, on allait en Asie, dans le Caucase, et on allait en Afrique avec la Tunisie. Maintenant, c'est un peu l'idée d'explorer un peu plus en profondeur le continent africain, surtout dans un pays où le réseau productif est assez développé. Si l'on veut, l'Afrique du Sud est parmi les pays africains le pays avec un réseau de production, une production cinématographique et fiction et documentaire parmi les plus développés. C'est aussi un pays qui a comme point de repère pas exactement le modèle de production ou esthétique européen, plutôt anglo-américain. Mais c'est intéressant de voir comment eux, ils vont explorer leur tissu social, les contradictions d'un pays qui est un pays avec une longue histoire, mais c'est un pays jeune, dans lequel il faut essayer de trouver un équilibre entre ce qui étaient les anciens colonisateurs et ce qui est aujourd'hui la majorité africaine, noire du pays. En tout cas, ça s'entend, vous êtes un homme passionné, Luciano. Est-ce qu'à l'avenir, le cinéma, c'est terminé? Ou vous espérez encore rester dans ce milieu-là? Ou vous souhaitez rester dans ce milieu-là? Moi, je resterai toujours dans ces milieux, mais pour l'instant, vraiment, je n'ai pas de projet. Moi, je toujours avancé au jour le jour. Pas énormément de projets en avance. Parce que je pense que j'aime beaucoup aussi être surpris. Et la vie est toujours pleine de surprises. Comment vous espérez du coup vivre cette dernière année, cette 48e dernière année? J'aimerais bien partir avec un bon coup de baguette magique, voilà. Le choix du nouveau poste de directeur artistique sera connu d'ici la fin de l'année. On termine avec l'agenda culturel. Du 22 au 25 septembre, des étudiants en arts visuels du gymnase de Nyon investissent les prisons du château. Timon Mussy, lauréat du concours, présentera Fun Trap dans l'une des tourelles. Vendredi 23 et samedi 24 à la salle de la Grenette à Nyon, visitez l'exposition Deux arts en fusion pour un instant d'évasion. Des artistes primés lors du concours nationaux et internationaux prouveront qu'il est possible d'associer plusieurs formes d'art.
Enfin, dimanche, déjeuner sur l'herbe à la mode du XVIIIe siècle au château de Prangin. Musique, danse, cuisine et mode de l'époque feront partie de la fête. L'entrée au musée et la participation aux nombreux ateliers est entièrement gratuite. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver d'ici la semaine prochaine avec de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien.